Les camarades du militaire indécis, à présent eux aussi venus là exprès pour éponger mon sang et jouer aux osselets avec mes dents éparpillées, devaient pour tout triomphe se contenter d'attraper des mots dans l'air. Les civils accourus frémissants à l'annonce d'une mise à mort arboraient de sales figures. Comme je ne savais pas au juste ce que je racontais, sauf à demeurer à toute force dans la note lyrique, tout en tenant les mains du capitaine, je fixai un point idéal dans le brouillard moelleux, à travers lequel l'amiral Bracton avançait en soufflant et crachant d'un coup d'hélice à l'autre. Enfin, je me risquai pour terminer à faire tournoyer un demi-bras au-dessus de ma tête, et lâchant une main du capitaine, une seule, je me lançai dans la péroraison. Entre braves, messieurs les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre? Vive la France alors, nom de Dieu, vive la France! C'était le truc du sergent Branle-d'Or. Il réussit encore dans ce cas-là. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie. Jusque-là, c'était plutôt le contraire. J'observai parmi les auditeurs un petit moment d'hésitation, mais tout de même, il est bien difficile à un officier aussi mal disposé qu'il puisse être de gifler un civil publiquement, au moment où celui-ci crie si fortement que je venais de le faire « Vive la France !» Cette hésitation me sauva. J'empoignai 2 bras au hasard dans le groupe des officiers et invitai tout le monde à venir se régaler au bar à ma santé et à notre réconciliation. Ces vaillants ne résistèrent qu'1 minute, et nous bûmes ensuite pendant 2 heures. Seulement les femelles du bord nous suivaient des yeux, silencieuses et graduellement déçues. Par les hublots du bar, j'apercevais entre autres la pianiste, institutrice entêtée, qui passait et revenait au milieu d'un cercle de passagères, la hyène. Elle soupçonnait bien ces garces que je m'étais tiré du guet-apens par ruse et se promettait de me rattraper au détour. Pendant ce temps, nous buvions indéfiniment entre hommes sous l'inutile mais abrutissant ventilateur qui se perdait à moudre depuis les Canaries, le coton tiède atmosphérique. Il me fallait cependant encore retrouver de la verve, de la faconde, qui puisse plaire à mes nouveaux amis, de la facile. Je ne tarissais pas, peur de me tromper, en admiration patriotique, et je demandais et redemandais à ces héros, chacun son tour, des histoires et encore des histoires de bravoure coloniale. C'est comme les cochonneries, les histoires de bravoure. Elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les pays. Ce qu'il faut, au fond, pour obtenir une espèce de paix avec les hommes, officiers ou non, armistice fragile, il est vrai, mais précieux quand même, c'est leur permettre en toutes circonstances de s'étaler, de se vautrer parmi les vantardises niaises. Il n'y a pas de vanité intelligente, c'est un instinct. Il n'y a pas d'homme non plus qui ne soit pas avant tout vaniteux. Le rôle du paillasson admiratif est à peu près le seul dans lequel on se tolère d'humain à humain avec quelque plaisir. Avec ces soldats, je n'avais pas à me mettre en frais d'imagination. Il suffisait de ne pas cesser d'apparaître émerveillé. C'est facile de demander et de redemander des histoires de guerre. Ces compagnons-là en étaient bardés. Je pouvais me croire revenu au plus beau jour de l'hôpital. Après chacun de leurs récits, je n'oubliais pas de marquer mon approbation, comme je l'avais appris de Branle-d'Or par une forte phrase. Eh bien, voilà une belle page d'histoire. On ne fait pas mieux que cette formule. Le cercle auquel je venais de me rallier si furtivement me jugea peu à peu devenu intéressant. Ces hommes se mirent à raconter à propos de guerre autant de balivernes qu'autrefois j'en avais entendu, et plus tard raconté moi-même, alors que j'étais en concurrence imaginative avec les copains de l'hôpital. Seulement leur cadre à ceux-ci était différent, et leurs bobards s'agitaient à travers les forêts congolaises, au lieu des Vosges ou des Flandres. Mon capitaine Frémison,
celui qui l'instant d'auparavant se désignait encore pour purifier le bord de ma putride présence, depuis qu'il avait éprouvé ma façon d'écouter plus attentivement que personne, se mit à me découvrir mille gentilles qualités. Le flux de ses artères se trouvait comme assoupli par l'effet de mes originaux éloges. Sa vision s'éclaircissait, ses yeux striés et sanglants d'alcoolique tenace finirent même par scintiller à travers son abrutissement, et les quelques doutes en profondeur qu'il avait pu concevoir sur sa propre valeur, et qui l'effleuraient encore dans les moments de grande dépression, s'estompèrent pour un temps adorablement par l'effet merveilleux de mes intelligents et pertinents commentaires. Décidément, j'étais un créateur d'euphorie. On s'en tapait à tour de bras les cuisses. Il n'y avait que moi pour savoir rendre la vie agréable malgré toute cette moiteur d'agonie. N'écoutais-je pas d'ailleurs à ravir? L'amiral Bracton, pendant que nous divaguions ainsi, passait à plus petite allure encore. Il ralentissait dans son jus. Plus un atome d'air mobile autour de nous. Nous devions longer la côte et si lourdement qu'on semblait progresser dans la mélasse. Mélasse aussi le ciel, au-dessus du bordage, rien qu'un emplâtre noir et fondu que je guignais avec envie. Retourner dans la nuit, c'était ma grande préférence, même suante et geignant, et puis d'ailleurs dans n'importe quel état. Frémison n'en finissait pas de se raconter. La terre me paraissait toute proche, mais mon plan d'escapade m'inspirait mille inquiétudes. Peu à peu, notre entretien cessa d'être militaire pour devenir égrillard et puis franchement cochon, enfin si décousu qu'on ne savait plus par où le prendre pour continuer. L'un après l'autre, mes convives y renoncèrent et s'endormirent, et le ronflement les accabla. Dégoûtant sommeil qui leur raclait les profondeurs du nez. C'était le moment ou jamais de disparaître. Il ne faut pas laisser passer ces trêves de cruauté qu'impose malgré tout la nature aux organismes les plus vicieux et les plus agressifs de ce monde. Nous étions ancrés à présent à très petite distance de la côte. On n'en apercevait que quelques lanternes oscillantes le long du rivage. Tout le long du bateau vinrent se presser très vite 100 tremblantes pirogues chargées de nègres braillards. Ces noirs assaillirent tous les ponts pour offrir leur service. En peu de secondes, je portai à l'escalier de départ mes quelques paquets préparés furtivement et filai à la suite d'un de ces bateliers dont l'obscurité me cachait presque entièrement les traits et la démarche. Au bas de la passerelle et au ras de l'eau clapotante, je m'inquiétais de notre destination. « Où sommes-nous » demandai-je. « À Bambola Forgono » me répondit cette ombre. Nous nous mîmes à flotter librement à grands coups de pagaie. Je l'aidai pour qu'on aille plus vite. J'eus encore le temps d'apercevoir une fois encore, en m'enfuyant, mes dangereux compagnons du bord. À la lueur des falots d'entrepont, écrasés enfin d'hébétude et de gastrite, ils continuaient à fermenter en grognant à travers leur sommeil. Repus, vautrés, ils se ressemblaient tous à présent, officiers, fonctionnaires, ingénieurs et traitants, boutonneux, bedonnants, olivâtres, mélangés, à peu près identiques. Les chiens ressemblent aux loups quand ils dorment. Je retrouvai la terre peu d'instants plus tard, et la nuit, plus épaisse encore sous les arbres, et puis, derrière la nuit, toutes les complicités du silence